Dans un coin encombré de toiles d'araignée, sur une étagère oubliée recouverte de poussière et vieillie, se trouvent les dossiers de mystère qui restaient sans solution immédiate. Pendant des décennies, des questions sans réponse sont restées ignorées, jusqu'à aujourd'hui où de nouveaux murmures ravivent les énigmes hantant les archives. Numéro 20. Le snowboarder olympique et athlète de sport extrême, Trevor Daniel Jacob, s'est rendu tristement célèbre en décembre 2021, après avoir publié une vidéo sur YouTube où il saute de son avion léger en plein vol. Il a dit que le moteur était en panne, mais les images montraient qu'il quittait l'appareil en parachute dès que la porte du pilote s'ouvrait. L'avion sans pilote s'est écrasé et Trevor Daniel Jacob a survécu, ce qui lui a valu des vues et des abonnés. Le scepticisme sur Internet a rapidement augmenté concernant le caractère mis en scène de cet accident, surtout après la disparition de l'épave et le redémarrage apparent du moteur de l'avion pendant un court instant. L'administration fédérale de l'aviation a mené une enquête et en 2021, elle a révoqué la licence de pilote de Trevor Daniel Jacob, concluant qu'il avait intentionnellement écrasé un avion à des fins d'enregistrement vidéo. Début 2023, Trevor Daniel Jacob a reconnu s'être rendu coupable d'entrave à la justice et d'avoir provoqué intentionnellement l'accident pour obtenir des likes, des abonnés, du profit et de la notoriété, purgeant ainsi une peine de 6 mois de prison. La vidéo a recueilli un peu plus de 2,9 millions de vues. Numéro 19. Il y a presque 5 décennies, quelque chose de sinistre a été découvert dépassant du feuillage dans un champ près de la route américaine 79 à quelques kilomètres de Mariana. C'était le 13 janvier 1977 lorsque les restes d'une personne inconnue ont été découverts dans le champ. La division des enquêtes criminelles de la police d'État de l'Arkansas a été envoyée pour enquêter sur le signalement. Les enquêteurs ont récupéré les restes et les ont transmis au bureau du médecin légiste du laboratoire de criminalistique de l'État de l'Arkansas. La découverte, bien sûr, est survenue à une époque où les tests ADN en étaient à leur début. Identifier à qui appartenaient les restes s'est avéré impossible, et la cause du décès est également restée un mystère. À cette époque, les enlèvements parentaux se comptaient par dizaines de milliers, contre seulement quelques centaines par des inconnus. Il y avait bien trop de cas pour relier les restes à une seule personne, surtout si elle n'avait même pas été signalée disparue au départ. Éclipsant le corps du comté de Lee, comme on a commencé à appeler les restes, il y avait les meurtres des Girl Scouts de l'Oklahoma et la célèbre affaire de la disparition de Simone Rittinger. Les restes découverts dans le champ de la ferme n'étaient pas prioritaires à l'époque, ni durant les 48 années suivantes. En mars 2024, l'unité des affaires non résolues de l'ASP examinait tous les cas non élucidés de cette période, visant ensuite les restes découverts dans le comté de Lee. Avec l'aide de l'ASCL, les enquêteurs ont pu envoyer les restes au laboratoire Outram, où un laboratoire privé était en train de développer et d'améliorer les avancées en analyse ADN et en généalogie médico-légale. Grâce à ces efforts, ils allaient enfin pouvoir identifier les ossements restés dans la salle d'épreuve depuis 50 ans. Le 6 juin 2025, Outram a publié un rapport identifiant l'homme auquel appartenaient les restes. Il s'appelait Charles Howard Wallace. Une enquête plus approfondie a permis de retrouver 2 membres potentiels de sa famille qui vivaient dans le Tennessee. En juillet, des échantillons d'ADN ont été prélevés chez eux et comparés à ceux de Charles. En septembre, cela a été entièrement confirmé. L'identification était formelle. Il s'agissait des restes du jeune homme de 21 ans qui, semble-t-il, avait perdu le contact avec sa famille à l'automne 1974. Ses proches l'avaient vu pour la dernière fois à Memphis, dans le Tennessee, alors qu'il était adolescent et cherchait à se faire soigner dans un centre de réinsertion du centre-ville. Même si nous avons maintenant des éclaircissements sur le corps retrouvé dans le comté de Lee, certains points restent mystérieux. D'une part, les autorités semblent incapables de déterminer la cause de sa mort prématurée, ni comment il s'est retrouvé seul dans ce champ sans que personne ne le remarque pendant près de 50 ans. Numéro 18. Le 10 décembre 1998, Vaticano.org, ou Vatican.org, est apparu lorsque les internautes recherchaient le site officiel du Vatican. Au-dessus, il y avait Vaticano.va, le site officiel du Vatican. Mais lorsque les utilisateurs consultaient les 2 sites côte à côte, ils se rendaient compte qu'ils étaient identiques. Donc certains pensaient que cela n'avait pas vraiment d'importance lequel ils utilisaient, et la plupart ont choisi le plus récent. Avec le temps, des changements subtils étaient faits sans que beaucoup d'utilisateurs ne s'en aperçoivent. Les légères modifications étaient progressives et sont restées inaperçues pendant un certain temps.
Les changements comprenaient la reformulation de textes dans des passages qui étaient clairement en décalage avec la religion. De nombreuses déclarations modifiées étaient hérétiques. Certaines ont été changées pour soutenir la légalisation des stupéfiants et les relations amoureuses avant le mariage. Aucune de ces déclarations ne correspondait aux fidèles reproductions des documents pontificaux originaux. Le trafic vers ce site web du Vatican manifestement faux a augmenté, ce qui a conduit Vaticano.org à être indexé par les moteurs de recherche et à gagner ainsi en visibilité. Les modifications ont continué, les discours papaux devenant des déclarations hérétiques. Des mots inventés, inexistants, sautaient aux yeux et des erreurs flagrantes dominèrent les pages. Il y avait même des extraits de paroles de chansons pop de l'époque, mais ceux-ci étaient également intégrés dans un contexte religieux, rendant chaque nouvelle déclaration étrangement crédible. Les utilisateurs pourraient aussi bénéficier d'une nouvelle option, envoyer un message directement au pape. Un formulaire de confession fut ensuite ajouté, instauré en 1999, un an après la création de Vaticano.org. Le formulaire de confession du Grand Jubilé suggérait que le pape absoudrait désormais les péchés par email. Le site web déclarait ce qui suit, je cite, « C'est le jubilé de l'esprit libre. D'un simple clic, votre âme sera purifiée. » Les utilisateurs ont effectivement cliqué. En 1999, peu de temps avant le jubilé, des centaines de pèlerins étaient redirigés sans le savoir vers des coins reculés de la péninsule. C'est alors que le Vatican s'est rendu compte qu'un site cloné provoquait ce détournement, et ils n'ont eu d'autre choix que d'agir. Les responsables du Vatican ont commencé par publier un avertissement sur la page d'accueil de leur véritable site, insistant sur le fait qu'il s'agissait de la page officielle. Finalement, l'enregistrement annuel expirerait et le fournisseur de domaine bloquerait le renouvellement, mettant ainsi un terme à la désinformation diffusée par ce site trompeur quelconque. En 1999, Vaticano.org comptait plus de 4 millions de visites et 200 000 visiteurs, et il allait entrer dans l'histoire d'Internet lorsque la vérité sur sa création fut révélée. Vaticano.org a été retracé jusqu'à un pseudonyme qui n'était qu'une suite de 1 et de 0, lequel apparaissait également sur un autre site web. Et ce site web nous a fourni les noms Ava et Franco Matz, qui étaient derrière cet étrange mystère du Vatican. Ava et Franco sont un duo d'artistes basés à New York, dont les projets artistiques ont commencé avec l'achat du domaine vaticano.org. Une décision qui a marqué la première étape de leur plan pour saper l'Église catholique. Ils ont frénétiquement cloné, copié, remixé et reprogrammé des systèmes de croyances entiers. Aujourd'hui, leur site web répertorie toute l'affaire du Vatican de 1998, disant, je cite, « Nous avons acheté le nom de domaine et construit une réplique du site officiel du Saint-Siège. » Il semblait identique à l'original, mais nous avions dissimulé des modifications subtiles et importantes dans les textes sacrés. Le site détaille la découverte de la supercherie et la tempête médiatique qui s'en est suivie. Numéro 17. Il y a actuellement une grande controverse qui divise la communauté des historiens, avec un camp cherchant des preuves et l'autre se contentant de conjectures. Et tout cela tourne autour des mystères des pyramides de Gizeh. Des débats houleux ont commencé en mars 2025, lorsqu'une annonce plutôt étrange et apparemment erronée a été faite. Une ville découverte sous la pyramide. Les chercheurs italiens et écossais ont affirmé avoir utilisé une nouvelle technologie radar, appelée radar à synthèse d'ouverture, combinant des données radar satellitaires avec de minuscules vibrations provenant de l'activité sismique naturelle. Le radar a produit une image tridimensionnelle de ce que les chercheurs pensent être les vestiges d'une ancienne ville cachée sous la pyramide du roi Khafré. C'est grâce à cet effort que 8 structures verticales ont été découvertes sous les pyramides, s'étendant jusqu'à une profondeur d'environ 640 mètres. Chaque puits serait entouré de chemins en spirale reliés à 2 structures cubiques de 80 mètres, ce qui suggère la présence de pièces distinctes. Les chercheurs ont également signalé que 5 structures à plusieurs niveaux sont reliées par plusieurs passages qui ont été tenus secrets des archéologues et des historiens pendant des décennies. Avec cette nouvelle proclamation, le scepticisme ne pouvait que s'installer. Plusieurs experts ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant la technologie utilisée pour faire ces affirmations dangereuses, qui pourraient finalement changer l'histoire telle que nous la connaissons. Mais la résistance n'a pas suffi à dissuader cette équipe passionnée et ils ont poursuivi leurs recherches sur les structures internes interconnectées sous la pyramide. Des mois plus tard, la recherche acharnée de réponses a de nouveau porté ses fruits lorsque l'équipe a annoncé une autre découverte incroyable. Une deuxième cité,
une structure souterraine interconnectée avait été découverte sous la pyramide de Menkora. Des escaliers, des canalisations d'eau et des puits verticaux sont apparus en 3D sur leurs appareils radars. Ce complexe à plusieurs niveaux, selon eux, pourrait même abriter la légendaire salle des archives, souvent mentionnée dans les récits. La légende raconte que la salle des archives, bibliothèque égyptienne antique, pourrait dévoiler les secrets de l'univers si elle était découverte. La présence des deux cités cachées suggère l'existence d'un complexe souterrain colossal, une affirmation qui est rejetée comme exagérée ou non vérifiée. En plus de leurs déclarations concernant deux cités souterraines suspendues sous les pyramides, l'équipe a également affirmé que le complexe de Gizeh aurait 38 000 ans et non 4 500, comme cela est généralement suggéré. Numéro 16. Dans les profondeurs d'un iceberg de référence sur les jeux vidéo sombres, effrayants, angoissants et dérangeants, figurait un nom inconnu, Omanzino. Le titre se traduit par le nom masculin signifiant « petit homme », mais une simple recherche Google du nom du jeu ne donnait que quelques sites web. Cela comprenait un site apparemment dédié aux médias perdus, appelé forum.lostmediawiki.com. Selon l'affiche sous Omanzino, le jeu d'horreur est sorti en 1995 et provient du Venezuela. Il aurait été créé par un groupe conservateur de droite du Venezuela appelé 3411. Apparemment, le but du jeu vidéo était de diffuser de la propagande contre l'ancien président socialiste Carlos Andrés Pérez. Sur ce site consacré aux médias perdus, un seul contributeur parle du jeu et semble avoir des captures d'écran, mais l'utilisateur ne fournit aucune source pour toutes ces informations. De plus, Omanzino n'est mentionné nulle part ailleurs, indépendamment de ce wiki sur les médias perdus. Toute autre mention du jeu fait toujours référence à ce même site. L'utilisateur Reddit Rototom Sandbeer est devenu curieux à propos de ce nom étrange et s'est tourné vers le subreddit Internet Mysteries à la recherche de réponses. Le Redditor a divulgué toutes ces informations et a commencé à souligner les incohérences dans l'existence de Omanzino, en demandant « est-ce réel ou un canular ?» Dès le départ, de nombreux signaux d'alerte apparaissent dans la simple description du jeu. Non seulement l'archive était le seul site à en parler, mais le prétendu groupe conservateur, appelé 3411, n'existe même pas. Il a également été noté que, selon le seul contributeur, le jeu lui-même est en portugais, alors que l'espagnol est la langue la plus parlée au Venezuela. Les choses deviennent plus étranges lorsque les deux vidéos de gameplay du contributeur de Omanzino viennent toutes de la même chaîne YouTube, Hank Miller Gaming. Le même nom est utilisé sur forum.lostmediawiki.com, où Hank Miller est le seul à discuter du jeu. Dans les vidéos elles-mêmes, le public commente le portugais présent dans le jeu vidéo, affirmant que ce n'est même pas une langue, mais simplement du carabia incompréhensible. Selon les utilisateurs de Reddit et les enquêteurs amateurs sur Internet, il n'y a en réalité aucune histoire derrière ce jeu, et en fait il n'existe même pas. Tout le concept est un canular créé par cet individu qui a pris le pseudonyme de Hank Miller. Il n'existe aucun jeu appelé Omanzino qui serait utilisé pour diffuser de la propagande contre Carlos Andrés Pérez. Les vidéos de gameplay sont probablement faites maison, car tout joueur de 1995 sait bien que les jeux ne ressemblaient pas du tout à ça à l'époque. Numéro 15. Gemini Madeline Posey, âgée de 21 ans et membre de la tribu Spirit Lake, vivait à Fort Houghton dans le Dakota du Nord, avec son petit ami D'Angelo Hunt et leur bébé de 7 mois au début de 2024. Le 3 janvier 2024, elle est brièvement retournée chez sa mère à Devil's Lake avant de revenir à Fort Houghton. 4 jours plus tard, le 7 janvier, Gemini a été vue pour la dernière fois par Hunt alors qu'elle quittait leur appartement, affirmant qu'une amie venait la chercher. Un signalement de disparition a été déposé le 11 janvier. L'enquête initiale a stagné faute de pistes. Plus tard, Hunt a été arrêté et inculpé d'homicide au second degré dans la mort de son frère, Isaac, dont les restes ont été retrouvés en novembre 2025 sur la réserve de Spirit Lake. Isaac était porté disparu depuis mars 2024. Cette découverte a fait de Hunt un suspect dans l'affaire Gemini. En décembre 2025, Hunt a été officiellement inculpé par un grand jury fédéral pour le décès présumé de Gemini, accusé d'homicide volontaire et d'agression. Cependant, Gemini reste toujours porté disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. Numéro 14. À une date non précisée, en 1994, un communiqué de presse étrange a mis le monde entier en émoi.
La société de presse a publié une dépêche affirmant que Microsoft, le plus grand fabricant mondial de logiciels pour PC, allait acquérir un établissement auquel personne ne s'attendait. L'article suggérait que l'entreprise allait bientôt acquérir l'Église catholique romaine. Sous la mention Cité du Vatican, l'article indiquait que si l'accord était conclu, ce serait la première fois dans l'histoire qu'une entreprise de logiciels informatiques acquérait une grande religion mondiale. Les termes insinués l'article étaient que Microsoft obtiendrait les droits électroniques exclusifs sur la Bible et le pape Jean-Paul II, devenir vice-président de la division des logiciels religieux de la société fusionnée. De plus, 2 vice-présidents de haut rang de Microsoft investiraient dans le Collège des cardinaux. L'article de presse comprenait également une prétendue promesse de Bill Gates, dans laquelle il affirmait qu'il utiliserait la société Microsoft pour rendre les sacrements disponibles en ligne. Eh bien, un certain temps plus tard, Microsoft, disait-il, n'avait rien à voir avec l'Église. Des enquêtes sur cette affaire ont rapidement commencé, et il a été déterminé que le farceur avait en réalité utilisé une fausse dépêche de l'Associated Press, la plus grande agence de presse au monde. Le farceur inconnu a pu diffuser les affirmations via Internet, permettant à l'histoire de se répandre largement. À partir de là, des blagues ont commencé parmi les tout premiers mèmes d'Internet intitulés « Microsoft acquiert », où des plaisanteries similaires étaient faites, dont l'une affirmait que Microsoft avait acquis l'expression « Microsoft acquiert » afin de mettre fin à la moquerie. Numéro 13. Un Californien a mis son chien en laisse et commencé leur promenade habituelle sur la plage du port de Trinidad. Il ne le savait pas encore, mais quelques instants plus tard, il allait contacter le service de police de Fortuna après une découverte bouleversante. Les agents intervenants se sont dirigés vers Trinidad Head, une formation rocheuse située dans le port. L'homme a montré un fragment de crâne qui les fixait du regard. En février 1993, les agents ont récupéré le fragment et l'ont remis au bureau du shérif du comté de Humboldt. Par la suite, un profil ADN de routine du crâne a été établi et saisi à la fois dans l'Index national des personnes non identifiées par ADN et dans la base de données californienne des personnes disparues par ADN. Le profil a été comparé à plusieurs personnes disparues et restes humains, mais le fragment ne correspondait à aucun individu connu. Les détails de l'affaire ont ensuite été saisis dans NamUs, sous le numéro de dossier UP 55274, et c'était tout. Rien de plus ne pouvait être fait, du moins pas à ce moment-là. Finalement, le monde a oublié le crâne californien de 1993 qui faisait désormais partie d'un arriéré de dossiers de restes humains non identifiés. En 2024, cependant, un nouvel espoir est venu relancer ce mystère vieux de plusieurs décennies. Lorsque le représentant américain Jared Huffman a fourni les fonds nécessaires pour résorber l'arriéré et permettre au bureau du shérif du comté de Humboldt de mener de nouvelles enquêtes et des tests ADN. Le bureau du shérif du comté de Humboldt pouvait désormais envoyer des preuves au laboratoire Outram à The Woodlands, Texas. Le fragment de crâne de 1993 est devenu central pour les scientifiques qui ont pu extraire l'ADN grâce au séquençage du génome médico-légal. Un profil complet d'une femme inconnue a émergé de ces efforts, posant les bases de recherche en généalogie génétique qui pourraient permettre d'identifier la personne à qui appartenaient les restes. Quelques mois plus tard, la deuxième avancée majeure allait révéler cette identité. Le crâne s'est avéré être celui de Kay Joséphine Médin. Elle était inscrite sur plusieurs bases de données de disparus. Le 3 août 1987, un homme nommé Nicolas est arrivé chez lui dans le comté de Trinity pour découvrir que sa femme de 48 ans avait disparu. Son sac, ses lunettes et sa voiture étaient toujours là, mais elle avait disparu. Nicolas a signalé sa disparition, ce qui a entraîné un important effort de bénévoles dans le terrain difficile qui dominait la région autour de leur maison. Mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée jusqu'en 1993. L'épouse de Nicolas, Kay Médin, institutrice, était apparemment de bonne humeur selon son patron, l'une des dernières personnes à la voir en quittant le travail. Le bureau du shérif du comté de Trinity a jugé la disparition de Kay suspecte, mais n'a trouvé ni preuve d'acte criminel ni indice sur sa localisation. Bien qu'elle ait été retrouvée, le mystère plane toujours sur cette affaire. Les autorités ne parviennent pas à déterminer ce qui a causé sa fin prématurée, s'il s'agissait d'un simple accident ou si quelque chose de bien plus sinistre était en jeu ici. Numéro 12. La disparition de Mara Murray est l'une des affaires les plus connues qui continuent de dominer les fils d'actualité, les podcasts et les chaînes YouTube. Le 9 février 2004, Mara a retiré $280 de son compte bancaire à un distributeur automatique qui ne se trouvait pas sur le campus où elle vivait.
Vers 15 heures, ce jour-là, elle s'est arrêtée dans un magasin d'alcool et a acheté des boissons. À 16h30, elle a été vue dans sa berline Saturn de 1996 en direction du New Hampshire. Mara n'a parlé à personne de ses projets ni de sa destination. Les prochaines informations sur sa localisation sont arrivées plusieurs heures plus tard, après son accident impliquant un seul véhicule sur la route 112 dans le hameau des White Mountains. On dit qu'elle a perdu le contrôle du véhicule et s'est écrasée dans un virage serré, percutant un banc de neige et heurtant un arbre. L'avant de la voiture était enfoncé et elle ne roulait plus. 10 minutes plus tard, la police est arrivée, mais Mara avait déjà disparu, laissant sa voiture et aucun indice sur sa destination ou ce qui lui était arrivé. L'histoire a fait la une pendant au moins 1 an avant de disparaître de l'actualité. Elle n'est restée présente que dans les livres, les blogs et les films jusqu'en 2012, lorsqu'un nouvel intérêt pour l'affaire a été soudainement ravivé par un étrange mystère sur Internet. Le 9 février 2012, une vidéo effrayante a été publiée sur une chaîne YouTube intitulée 112 Dirtbag. Elle s'intitulait « Joyeux anniversaire » et a été publiée exactement le jour du 8e anniversaire de la disparition de Mara. La vidéo montre le visage d'un homme avec des lunettes qui regarde la caméra et rit de façon inquiétante. Un rire qui dure trop longtemps. Le rire se transforme en une véritable crise de rire démente avant que l'homme ne se taise soudainement. Il fait un clin d'œil et la scène s'estompe pour révéler une écriture rose qui dit « Joyeux anniversaire ». Bien que rien n'ait été dit, des internautes ont soupçonné, vu le moment de la mise en ligne, que l'homme pourrait être lié à Mara et sa disparition. Pour d'autres, la vidéo semblait juste montrer un fou jouant avec un smartphone. Mais il a ensuite été souligné que le nom de la chaîne lui-même était une référence directe à cette étrange affaire. Le 112 présent dans le titre faisait référence à la route 112 où Mara a été vue pour la dernière fois, et l'expression « dirtbag » faisait référence à une interview dans laquelle le père de Mara affirmait que sa fille avait été enlevée par des vauriens. La vidéo a attiré une attention considérable en ligne, au point que le fait d'en disséquer chaque aspect a suffi à impliquer la police. Les autorités ont commencé à enquêter sur 112 Dirtbag et ont fini par le retrouver, ce qui n'était pas vraiment difficile étant donné que son visage apparaissait clairement à l'écran. Les enquêteurs ont découvert plus tard son identité, Alden Olson, le désignant d'abord comme personne d'intérêt, puis comme principal suspect. Olson a été localisé, longuement interrogé et a fait l'objet d'une enquête approfondie. Au cours de l'enquête, il a été découvert que sa chaîne comportait d'autres vidéos liées à Mara, dont une intitulée simplement Mara Murray. La vidéo montre seulement un billet pour le Bretton Woods Mountain Resort, daté 2 jours après la disparition de la femme. Mais rien de significatif n'a été divulgué à ce sujet. Après avoir été examiné en profondeur, Olson serait ensuite relâché. La police a conclu qu'il trollait simplement en ligne et était peut-être un peu instable. Ils ont découvert qu'il publiait intentionnellement des vidéos inquiétantes pour narguer la famille de Mara et qu'il n'était qu'un personnage en ligne, pas un participant au crime. Numéro 11. En décembre 1988, une femme de 20 ans a signalé une agression violente à la police du comté de DeKalb. Le 30 décembre, alors qu'elle fermait son appartement à Stone Mountain, un homme cagoulé et armé d'un couteau l'a contrainte à aller dans un endroit isolé et broussailleux du complexe. L'agresseur a menacé de la tuer avant de s'enfuir. La victime a trouvé de l'aide et son petit ami l'a conduite au poste de police du comté de DeKalb, puis à l'hôpital Grady Memorial pour des prélèvements ADN. Mais en 1988, la technologie pour tester l'ADN n'était pas disponible, donc les preuves ont été conservées par le bureau d'enquête de Géorgie. Plus de 3 décennies plus tard, en juin 2019, l'affaire a été rouverte et l'ADN a été analysé avec l'aide du département de la justice. Les preuves ont alors été reliées à Reginald Caldwell, alors âgé de 58 ans, qui vivait dans le comté de DeKalb au moment du crime. À la suite d'une enquête approfondie, d'interrogatoires et de témoignages, Caldwell a été condamné le 20 mai 2025 pour enlèvement, agression et coups et blessures aggravées, recevant 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive, plus 20 ans. Numéro 10. C'était le 11 octobre 2009 lorsqu'une étrange chaîne YouTube intitulée « Hi Walter, it's me Patrick » a mis en ligne une vidéo tout aussi étrange. Un homme censé s'appeler Patrick entre dans le cadre. On peut le voir porter des lunettes et avoir des cheveux mi-longs qui tombent sur son front. Il regarde directement la caméra et s'adresse à un ami nommé Walter. Patrick raconte une histoire à propos de quelque chose qui lui est arrivé récemment. Il s'agissait de sa rencontre avec sa nouvelle petite amie.
Avec un enthousiasme intense et débordant, Patrick commence son histoire. Salut Walter, j'étais au centre commercial aujourd'hui et devine quoi? L'homme lève le poing, enthousiaste, disant qu'il a rencontré la fille la plus merveilleuse. Il dit qu'ils sont allés faire du shopping chez JCPenney et que la jeune fille, dont le nom n'est pas mentionné, a essayé beaucoup de vêtements. La fille aurait acheté beaucoup d'articles, puis Patrick dit que lui et la fille sont allés à la bijouterie où elle a aussi choisi quelques objets. La vidéo elle-même est extrêmement dérangeante et ça ne s'améliore pas par la suite. Je sais qu'elle déteste les caméras, commence-t-il, mais je vais quand même vous la montrer. Patrick prend sa caméra et s'approche de sa petite amie. On pourrait s'attendre à la voir sur le canapé devant la télé ou allongée par terre avec un magazine. Mais au lieu de cela, Patrick se dirige vers une porte verrouillée, la déverrouille et révèle un intérieur sombre. Au sol, une silhouette à peine visible apparaît. Elle se met à crier de façon incohérente, poussant le youtubeur à entrer et claquer la porte derrière lui. On entend plus de cris avant que la vidéo ne s'arrête brusquement. La vidéo suggérait que quelque chose de sinistre se passait ici. Les images ont poussé certains à évoquer un enlèvement, établissant ainsi un lien encore plus inquiétant. 2 mois plus tôt, une jeune habitante du Wisconsin, Kayla Berg, avait disparu. Elle circulait en voiture avec son petit ami quand ils se sont arrêtés chez lui. Kevin, le petit ami, a dit que toutes les lumières se sont éteintes et que Kayla a disparu pendant la panne et qu'on ne la reverrait plus. Au moment de sa disparition, elle portait un haut à bretelles rouges, un sweat à capuche bleu foncé, un jean, des sandales marron à petits talons, ainsi qu'un collier avec un anneau argenté. Dans une vidéo publiée par Patrick, la fille allongée par terre semble porter un haut similaire, bien qu'il paraisse plus rose. La vidéo a suscité une vive inquiétude et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a circulé sur plusieurs forums avant de finir, plusieurs années plus tard, entre les mains d'un officier de police. Ce qui avait commencé comme une simple vidéo de présentation est devenu un véritable mystère qui a soulevé la question suivante. La fille, allongée par terre, derrière la porte verrouillée, est-elle Kayla Berg? Le service de police local semblait justement le soupçonner. Et une enquête sur la chaîne a débuté en 2016, soit presque 8 ans après la publication de la vidéo inquiétante. On a vite découvert que Patrick ne représentait pas une menace pour la société et n'était pas lié à la disparition de Kayla. En réalité, il était un acteur d'une chaîne YouTube humoristique appelée 2150 Studios, et c'est lui qui a réalisé un sketch malveillant ayant eu un impact considérable sur la communauté et les parents de la jeune fille disparue. Numéro 9. Un autre mystère de l'époque biblique est l'Arche d'Alliance, un élément qui a longtemps été mentionné dans la liste croissante des mystères. Où est-elle? Qu'est-ce que c'est? Les questions subsistent toujours. Selon la Bible, il existe un coffre en bois plaqué d'or orné, conçu pour abriter un élément important qui déclenche la suite du récit biblique. Le coffre a été fabriqué pour contenir les tables mêmes de la loi remises à Moïse. On suppose que l'arche reposerait dans le Saint des Saints, avec le tabernacle de l'ancien temple de Jérusalem. Et il est dit que les véritables tables des 10 commandements existent toujours à l'intérieur. Nous faisons encore face à une question majeure. Où est-elle? Le mystère de l'Arche d'Alliance semble avoir fait un pas de plus vers sa résolution, si l'on en croit les développements récents qui ont eu lieu. Au cœur de la découverte récente se trouve la ville biblique de Silo, un lieu rarement mentionné dans les discussions sur l'Arche d'Alliance. Avant que les temples de Jérusalem ne soient qu'un homme construit, il y avait un temple à Silo, une ancienne ville de Samarie qui précédait les bâtiments de Jérusalem de près de 400 ans, ce qui représente une très longue période si l'on considère la chronologie des 10 commandements et la fondation de l'une ou l'autre ville. Silo était un lieu de grande importance. C'est là que des autels ont été établis permettant les sacrifices et le culte selon les écrits sacrés. Pendant tout ce temps, beaucoup de gens se demandaient s'ils croyaient vraiment que Silo avait existé. Mais cette ville était l'une des rares facilement identifiables. Il y aurait un temple, des autels et des restes d'offrandes, et ces éléments même seraient découverts de façon inattendue en 2023. Le Jérusalem Post a publié l'histoire d'une découverte incroyable qui a laissé les historiens absolument stupéfaits. Des fouilles archéologiques étaient en cours dans la région, supposée être la ville de Silo il y a des siècles. Couche après couche, la Terre révélait de nouveaux éléments qui venaient étayer une théorie de plus en plus solide. En balayant la poussière, les experts se demandaient s'ils venaient de découvrir l'ancien complexe cultuel qui se trouvait autrefois à Silo.
Pendant que l'équipe identifiait les ruines d'une structure en pierre, elle fit une découverte surprenante. Les dimensions de cette structure correspondent à la description, à la disposition et aux dimensions du tabernacle qui aurait abrité l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance contient les règles écrites de la vie, une découverte qui pourrait changer le monde. Le bâtiment, ont expliqué les experts, est orienté d'est en ouest et divisé selon un rapport de 2:1, comme décrit dans les Écritures. Les chercheurs ont également documenté un grand mur intérieur qui divisait l'espace en 2 sections, reflétant la séparation entre le lieu saint et le Saint des Saints dans l'Exode. Appuyant cette théorie, plus de 100 000 ossements d'animaux, dont des moutons, des chèvres et du bétail, provenant probablement d'animaux offerts en sacrifice, ont été découverts, une découverte qui ne peut être considérée comme une coïncidence. Il était absolument évident qu'il s'agissait d'un lieu de sacrifice rituel, et ses dimensions correspondaient à celles du tabernacle. Mais il manquait dans l'habitation l'Arche d'Alliance, qui continue de garder ses secrets cachés au monde. Numéro 8. C'est en 1991 que le tout premier site web a été lancé, même si Internet existait déjà depuis quelques années à ce moment-là. C'est au CERN qu'il a été créé par le scientifique britannique Tim Berners-Lee. Le site faisait partie du projet World Wide Web. Depuis, le World Wide Web a parcouru un long chemin. Bien qu'il en soit à ses débuts, Internet était déjà empreint de mystères. Un mystère en particulier est apparu seulement 6 ans plus tard. En 1997, Mortis.com fait partie des premiers mystères connus d'Internet, précédant Cicada 3301 et succédant au markovien Parallax Denigrat en 1996. Le domaine Mortis.com a été enregistré en 1997 sous le nom de Thomas Lee. Il est apparu en ligne avec un fond noir et une simple invite à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Personne n'y a vraiment prêté attention à l'époque, mais il est devenu un sujet sur les réseaux sociaux lorsqu'il a été découvert par hasard en 2011. Un utilisateur des réseaux sociaux a partagé ce site curieux sur certaines plateformes, et à partir de là, le mystère a fini par vivre sa propre vie. Des chercheurs et des enquêteurs en ligne ont commencé à enquêter sur ce site étrange en 2011, une enquête qui allait se poursuivre jusqu'en 2013. C'est pendant ces 3 années que Mortis.com est devenu incroyablement étrange et mystérieux. Il semblait que ce domaine hébergeait des téraoctets de données et de fichiers aux noms aléatoires. Presque immédiatement, les théories ont commencé à se multiplier. Certains parlaient de contenus illicites, d'autres de secrets gouvernementaux. Mais avant que quiconque découvre laquelle était vraie, le site a disparu. Non seulement le domaine lui-même avait complètement disparu, mais les copies en cache, les références et même le wiki communautaire qui était dédié à l'affaire s'étaient volatilisés d'Internet. On a également découvert que quelqu'un avait en fait demandé la suppression des copies archivées répertoriées sur la Wayback Machine. Les théories sont revenues. Opération secrète du FBI ou projet artistique désactivé, c'était l'hypothèse suivante. Aucune de ces théories n'a pu être prouvée car le site avait disparu. Certains diront plus tard qu'avant le démantèlement du domaine, ils avaient contourné l'écran de connexion. Mais ces affirmations se sont toujours révélées infondées. Pendant plusieurs années, Mortis.com figurait sur la liste des mystères d'Internet, jusqu'à maintenant, où il a été placé de façon inattendue dans la section des mystères résolus de l'iceberg. Le mystère d'Internet qui a déconcerté aussi bien les hackers que les chercheurs a enfin été résolu. Un enquêteur a réussi à localiser un miroir du site original sur le dark web, et ce qu'il a découvert était aussi banal que possible. Il s'avère que le site miroir appartient à l'Unnamed Society. Sur le site web, il y a une page intitulée Incident Thomas Ling, et cette section explique en détail comment le développeur, Igor, avait utilisé le nom Thomas Ling comme pseudonyme. Mais il y avait un dentiste nommé Thomas Ling qui a découvert cela et a demandé aux développeurs de retirer son nom de leur association. L'Unnamed Society a accepté, et en compensation, ils ont créé Mortis.com, un service de messagerie pour Ling et son cabinet dentaire. Des années durant, les utilisateurs des réseaux sociaux craignaient les informations de Mortis, pour découvrir qu'il s'agissait simplement d'un service de messagerie lié à la dentisterie. Numéro 7. Sage Smith, élevée par sa grand-mère paternelle à Charlottesville, en Virginie, a eu une enfance difficile marquée par la séparation de ses parents et un passage dans le système de placement familial où elle a été victime d'intimidation.
Malgré cela, elle était charismatique et prévoyait une carrière de coiffeuse, s'inscrivant en cosmétologie au début de 2012, après avoir emménagé dans un appartement sur Harris Street. Le 20 novembre 2012, la jeune femme de 19 ans a dit à sa colocataire qu'elle avait un rendez-vous à 17h40 et qu'elle reviendrait plus tard. Le lendemain, elle avait disparu. Les appels tombaient sur la messagerie vocale et elle aurait été vue pour la dernière fois par sa sœur par Alliance sur Main Street vers 18h30. Ses colocataires ont signalé sa disparition le 22 novembre. La police a fouillé Harris Street et l'Université de Virginie sans succès, notant que son téléphone était inhabituellement éteint et l'a inscrite comme personne en danger, soupçonnant un acte criminel. Les enquêteurs ont découvert que le dernier contact connu de Sage était Eric McFadden, qu'elle prévoyait de rencontrer près de la gare Amtrak. Ils échangeaient des messages et se voyaient en secret. McFadden aurait payé Sage pour garder leur relation cachée à sa compagne, Esther Avini. 2 jours après la disparition de Sage, Esther a signalé la disparition de McFadden. Un jour plus tard, McFadden a appelé Esther pour lui demander de l'argent et a ensuite contacté la police après avoir été informé qu'il devait lui parler. Il a nié avoir rencontré Sage ou savoir où elle se trouvait, puis il a coupé tout contact et a disparu de la circulation, restant introuvable jusqu'à récemment. Pendant plus d'une décennie, les 2 disparitions sont restées non résolues. Mais en octobre 2025, la police a retrouvé McFadden à Los Angeles après qu'il a tenté de changer légalement de nom. Les enquêteurs l'ont interrogé, mais les détails restent confidentiels pour le moment. Aucun progrès n'a été fait pour retrouver Sage, mais la police a mis à jour l'affaire en y incluant le terme « homicide probable », peut-être sur la base de nouvelles informations, ou de la déclaration de McFadden en 2012 selon laquelle Sage avait des ennemis. Numéro 6. C'est au début de l'année 2005 qu'un mystère vraiment troublant a été révélé et s'est propagé à travers les réseaux des amoureux, des animaux et des militants, déclenchant une véritable panique sur les réseaux sociaux. Le site Savtoby.com présentait une idée des plus surprenantes. Le propriétaire du site venait de sauver un lapin blessé et s'en occuper. La créature blessée s'appelait Toby. Au départ, cela semblait être une page où le sauveteur sollicitait des dons pour la cause de Toby. Mais le propriétaire du site a formulé une exigence qui a changé la donne. S'ils ne recevront pas 50 000 $ de dons via PayPal pour les soins de Toby d'ici le 30 juillet, il cuisinerait et mangerait le lapin. En lisant cette demande, il y a eu des exclamations de stupeur. Apparemment, l'argent a commencé à affluer alors que les utilisateurs des réseaux sociaux espéraient sauver l'animal de cette menace mortelle. Apparemment, les images du mignon lapin et une menace non fondée ont suffi à pousser de nombreux utilisateurs à ouvrir leur portefeuille. 16 380 $ et 18 cents auraient été récoltés pour la saga Sauver Toby. Un montant qui semble vraiment incroyable dans un monde où les lapins sont essentiellement considérés comme sans valeur et où les refuges pour animaux sont obligés de se débrouiller avec des restes pour continuer à fonctionner. Le chiffre apparaissait en bas de la page, semblant indiquer à quel point la menace était sérieuse. Le chiffre changeait régulièrement, laissant croire que des Samaritains aidaient à éviter la cuisson et la consommation de Toby. Mais ce n'était cependant pas ce qui se passait. Snopes, les vérificateurs de faits d'Internet, sont intervenus pour sauver la situation et le lapin. Le site a indiqué avoir reçu de nombreux emails de lecteurs inquiets pour l'animal et a enquêté pour savoir si un homme mangerait vraiment un lapin en cas d'échec de son objectif financier. Il n'a pas fallu longtemps au site pour conclure que Save Toby était en effet un canular. C'est le principe de base qui a tout révélé. Envoyer de l'argent ou le lapin y passe. Si cela n'était pas assez évident, un autre visiteur allait découvrir une mention discrète cachée sur la page qui mettrait finalement fin au mystère. Il était écrit en bas « Notez que ceci est une blague. Veuillez ne faire un don que pour acheter du matériel ou pour aider à soutenir Savtoby.com. » L'explication était claire. Toby n'a jamais été en réel danger. Numéro 5. Le livre de la Genèse mentionne une histoire dont la réalité est contestée. C'est la ville de Mahanaïm située en Israël sur la rive orientale du Jourdain. La Genèse raconte les voyages de Jacob pour retrouver son frère. Il arrive à Mahanaïm qui pour lui était une ville sans nom. Là, les anges de Dieu le rencontrèrent et proclamèrent qu'il s'agissait du camp de Dieu, et ils le nommèrent Mahanaïm, ce qui signifie « deux camps ». Des siècles plus tard, les tribus israélites de Ruben, Gad et Manassé demandèrent à recevoir des héritages du côté est du Jourdain. La demande fut accordée par Moïse, mais à condition que ces tribus aident les autres
à combattre les Cananéens, et c'est exactement ce qu'elles firent. La région leur fut ensuite attribuée, mais lors de la conquête de Canaan, nous voyons que, sur l'ordre de Dieu, plusieurs villes, dont Mahanaïm, furent données aux Lévites. De nombreuses autres histoires, sur plusieurs siècles, concernent cette ville. Mais la question demeure, où se trouve-t-elle ? En janvier 2025, deux éminents chercheurs israéliens ont annoncé une évolution intrigante dans ce mystère. Une évolution qu'ils avaient découverte seulement 2 mois plus tôt. Éparpillés sur un site archéologique au sommet d'une colline en Jordanie, des blocs de pierre décorés de scènes artistiques de lions et de banquets témoignent de l'existence d'un ancien palais israélite qui aurait pu se dresser là, il y a environ 2800 ans. La présence de cette architecture monumentale datant du début du 8e siècle avant JC pourrait témoigner de l'expansion israélite, suggérant que le palais faisait partie du royaume d'Israël, la ville de Mahanaïm se trouvant alors à l'intérieur de ses frontières. Des passages bibliques indiquent que la ville se trouvait à côté de Pénuel, que les chercheurs pensent être l'actuel Tel Ad-Dahab Esh-Sharqi. Cette théorie est appuyée par la mention biblique d'un temple à Pénuel. Et il semble qu'un tel temple ait été découvert à Tel Ad-Dahab Esh-Sharqi. Cependant, la découverte de ces ruines ne sert pas à prouver l'historicité de la Bible et de ses récits. Mais pour une raison quelconque, la découverte de ces ruines n'est pas utilisée comme preuve pour confirmer l'historicité de la Bible. Les chercheurs estiment plutôt que cela témoigne de la présence israélite en Transjordanie, ce qui pourrait aider les chercheurs à comprendre pourquoi de tels événements bibliques sont associés à cette région précise. Numéro 4. Caché dans les entrailles du tunnel sans fin qu'est Internet, nous tombons sur un endroit qu'il vaut mieux ne pas explorer. Le Dark Web regroupe des sites non indexés par les moteurs de recherche, accessibles théoriquement de façon anonyme. Comme son nom l'indique, des choses sombres et troublantes seraient présentes ici. Le Dark Web a facilité la vente d'informations volées. Les cartes de crédit et les numéros de sécurité sociale sont régulièrement achetés, tout comme les mots de passe de comptes e-mail, souvent en grande quantité. Des exemples de cela incluent l'incident de 2012 impliquant un hacker russe qui a volé 117 millions de mots de passe à partir d'adresses e-mail LinkedIn et a ensuite proposé ces informations à la vente sur le Dark Web. En 2016 environ, 200 millions de mots de passe ont été volés chez Yahoo et publiés sur le Dark Web. Mais il existe une obscurité bien plus troublante qui plane au fond du Dark Web, un terme qui suscite non seulement la peur, mais aussi la fascination. Les Red Rooms. Les Red Rooms seraient, selon la rumeur, les parties illégales et secrètes du Dark Web, où des sites proposent des images inédites des épreuves les plus troublantes. Les utilisateurs qui s'y aventurent doivent payer des frais, généralement une somme de plusieurs milliers en crypto-monnaie. Les paiements réussis leur donnent un aperçu de l'horreur, sous la forme de crimes en direct, incluant des agressions, des tortures et des homicides. Parfois, les utilisateurs peuvent voter sur le sort de la victime. Les sessions de la Red Room sont diffusées directement depuis le Dark Web lui-même, dissimulant l'identité du spectateur aux autorités et même à ceux qui sont derrière les vidéos. La description des Red Rooms du Dark Web évoque un film d'horreur moderne, ce qui est précisément l'objectif. L'origine du récit autour des Red Rooms remonte aux creepypasta, mais aussi aux vidéos conspirationnistes sur YouTube, aux films d'horreur et aux défis du Deep Web. Pourquoi les humains y sont-ils autant attirés ? Pourquoi cet instinct maléfique pousse-t-il à explorer les coins les plus sombres d'Internet pour voir la torture d'un inconnu et le meurtre d'un autre ? C'est sans doute pour la même raison que beaucoup vont sur des chaînes YouTube avec inconnu ou mystère dans le titre. Nous sommes obsédés par le tabou, l'invisible, nourrissant une curiosité morbide qui empêche de dormir et ne s'apaise qu'en regardant l'inconnu. Le Dark Web offre au public le cadre idéal pour faire exactement cela. Il offre une communication chiffrée, l'anonymat et une monnaie qu'on ne peut pas rattacher à une seule personne. Le concept des Red Rooms est sans doute le mystère d'Internet le plus simple à démystifier, et cela peut se faire en 2 phrases. D'abord, Tor, le navigateur spécial pour accéder au Dark Web, ne pourrait pas faire fonctionner ces Red Rooms en streaming direct car il est trop instable. Deuxièmement, avec son existence supposée, les discussions sans fin et la curiosité autour du concept, on pourrait penser qu'il existerait au moins une capture d'écran des images troublantes qui circuleraient, mais toutes se sont avérées être des faux. Troisièmement, tout a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'une randonnée. 2 amis sont partis dans la nature, s'attendant à profiter de la nature et à se détendre,
Mais à la place, ils ont fait une découverte qui allait les hanter pendant des décennies. Les randonnées n'étaient plus jamais sans anxiété ni appréhension par la suite. Le 9 janvier 2015, les randonneurs sans méfiance se sont retrouvés à l'extérieur de Puerto de Somiedo, une ville d'Espagne connue pour ses sentiers de montagne et le parc national de Somiedo. Mais la ville allait devenir célèbre pour une autre raison. Au cours de leur randonnée, les deux voyageurs sont tombés sur quelque chose à quoi ils ne se seraient jamais attendus. Un corps. Près d'un ruisseau étroit se trouvait une couverture prenant une forme suspecte et amorphe qui méritait d'être examinée de plus près. Alors qu'ils s'approchaient, une odeur nauséabonde les repoussa, les poussant à appeler la police. Les agents se sont précipités et ont soulevé les couches, découvrant finalement un corps en dessous. Le défunt, faute d'identification, fut nommé l'homme de Somiedo et il fut rapidement transporté à la morgue pour une autopsie. Une jambe manquait au corps de l'homme, on pense qu'elle a été emportée par des animaux charognards. Malgré ses côtes saillantes, on a découvert qu'il avait reçu une alimentation adéquate la majeure partie de sa vie. Sa pilosité faciale était bien entretenue et sa peau montrait qu'il avait pris grand soin de lui durant sa vie. L'homme de Somiedo était également mal formé. Il avait une petite tête, de longs membres et de longs doigts, une bosse dans le dos et un sternum proéminent. Le séquençage de l'ADN a rapidement déterminé qu'il souffrait du syndrome de Cockayne, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas vivre seul et nécessitait des soins constants. On a supposé qu'étant donné son état, le défunt avait probablement au moins un soignant. Bien que l'individu non identifié ait été enveloppé dans une couverture et placé près du ruisseau, la police n'a trouvé aucun indice de acte criminel. Aucun signe de violence, d'empoisonnement ou d'autres indices d'actes malveillants. Le médecin légiste a conclu que sa mort prématurée était due à une crise cardiaque. Bien qu'il n'ait pas pu l'identifier, la police pensait que sa famille pourrait être retrouvée rapidement. Le syndrome de Cockayne est rare et les signes physiques de cet homme seraient aisément identifiables s'ils étaient décrits. Les enquêteurs sont allés dans la ville voisine, certains que quelqu'un se présenterait. Étrangement, aucun habitant n'a reconnu les descriptions fournies. La police a élargi ses recherches aux villes voisines, mais toujours rien trouvé. Personne correspondant à sa description n'apparaissait dans les dossiers des hôpitaux, ni dans aucun des établissements d'hébergement. Même les registres de naissance de toute la municipalité sont devenus un point central, tout comme la recherche de sages-femmes rurales qui auraient pu être présentes lors de sa naissance. Mais il n'y avait rien, la question restait en suspens. Qui était l'homme de Somiedo ? En octobre 2024, la première avancée dans l'affaire allait avoir lieu, mais personne ne le savait vraiment encore. Tout a commencé avec un mandat d'arrêt contre deux personnes, frères et sœurs Enrique et Enriqueta. Ils devaient comparaître devant le tribunal pour une évaluation obligatoire concernant leur frère handicapé dont ils avaient la charge. Mais le frère et la sœur ont choisi de ne pas se présenter au tribunal pour la réévaluation ni d'amener la personne à charge. Les services sociaux ont commencé à soupçonner quelque chose d'étrange, car pendant une décennie, ils n'avaient ni vu ni eu de nouvelles de l'homme handicapé qui était sous la garde d'Enrique et Enriqueta, et il percevait 3 000 € par mois en son nom. Mais le duo a réussi à échapper à la loi pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté dans un hôtel en février 2025. Lors de leur garde à vue, une histoire troublante s'est révélée, éclaircissant une affaire non résolue depuis des décennies. Luis Maria Jacé, appelé Luisin, était le frère handicapé d'Enrique et d'Enriqueta dont parlaient les tribunaux. Il est né avec une paralysie cérébrale, souffrait de graves cataractes et était sourd. Au cours des interrogatoires, les enquêteurs ont appris que le frère était déjà connu des forces de l'ordre, car en 2015, ils avaient retrouvé son corps enveloppé dans une couverture près d'un ruisseau. Luisin était l'homme de Somiedo. Les frères et sœurs ont poursuivi leur récit, disant qu'après le décès de son dernier soignant, ils avaient obtenu sa garde. Pendant les 10 années suivantes, les inspections des travailleurs sociaux ont donné des résultats similaires. L'homme n'était pas là, il était absent, il était malade ou il rendait visite à des proches. En réalité, les frères et sœurs ont révélé qu'il était de plus en plus malade, mais ils n'ont pas appelé d'ambulance par peur de ne pas pouvoir le sauver, ce qui aurait signifié que son décès serait enregistré et que les fonds seraient coupés. Alors ils ont attendu jusqu'à ce que Luisen succombe finalement à ses maladies et en fin de compte, à la fin. Ils l'ont emmené dans la nature, caché son corps au monde et au gouvernement, ce qui leur a permis de continuer à toucher les allocations d'invalidité pendant 10 ans. Numéro 2.
Le concept d'homoncule, un terme signifiant petit humain, a été attesté pour la première fois au XVIe siècle. Il est né dans le domaine de l'alchimie et faisait spécifiquement référence à la création de petites créatures humanoïdes qui apparaissaient entièrement formées. Des œuvres artistiques montrent des alchimistes réalisant cette expérience d'injection de fluide dans un œuf de poule. Quelque temps plus tard, un humain miniature en sort. L'idée s'est vite perdue avec le temps, mais elle n'a jamais vraiment disparu. Avec Internet, certains ont vu une plateforme facile pour diffuser des concepts bizarres et des récits irréalistes partout dans le monde. Cornelia Live serait l'une de ces personnes à exploiter Internet à cette fin. YouTube faisait partie des premières plateformes de médias sociaux qui permettaient le partage massif de contenus souvent non réglementés. Aleev, un homme russe, est tombé sur les légendes d'alchimie concernant l'homoncule et a commencé à documenter ses expériences, qui allaient finalement être diffusées sur le site web. Dans sa première vidéo « Comment fabriquer un homoncule », il explique en détail la méthode à son public. Au premier plan, on voit tout le nécessaire pour créer cette créature prétendument inexistante. Un œuf, une seringue de liquide biologique, un récipient et une petite paire de ciseaux. Et puis les mots traduits tombent au bas de l'écran. Bonjour, aujourd'hui, nous allons faire une expérience pour créer un homoncule. Et voilà, le monde d'Internet était en effervescence, beaucoup pensant qu'il pouvait réellement créer une telle créature. C'est précisément cette vidéo qui a lancé la tendance de fabrication d'homoncules qui a déferlé sur Internet en 2016. Aleev était infatigable dans ses expériences et a poursuivi ses expériences bizarres jusqu'à atteindre l'homoncule numéro 21. La même année, cet homme russe est décédé de façon inattendue, ce qui a donné lieu à d'importantes théories du complot liées à sa mort et à ses expériences. Peu de temps après, des vidéos YouTube comme « Créatures homoncules réelles ou fausses » ont commencé à apparaître. Et ils espéraient détourner la société et les réseaux sociaux de la désinformation. En se référant aux expériences des Russes, le YouTuber révèle à quel point il est facile de tromper le monde entier. La pâte à modeler, les champs magnétiques et un montage vidéo minutieux étaient à l'origine de l'entité apparemment vivante qui est sortie de l'œuf de poule. Les mouvements étaient forcés. L'homoncule était une marionnette. Il n'y avait pas qu'Aleev comme marionnettiste, mais aussi ceux qui pensaient que de petites créatures pouvaient être créées à partir d'un simple œuf de poule et de conditions environnementales non régulées. Bill a révélé que le mystère de l'homoncule sur Internet était un canular, le classant aux côtés des chatons bonsaï et des jampettes des années 2000. Numéro 1. Situé sur le territoire chilien, dans le sud-est de l'océan Pacifique, se trouve une île au passé riche et de monuments qui en témoignent. Les Moai, également connus sous le nom de tête de l'île de Pâques, constituent la caractéristique la plus marquante de l'île. Ils ont été créés par les premiers habitants Rapa Nui, et en 1995, ils ont été déclarés site du patrimoine mondial. Les experts débattent toujours sur la façon dont les premiers habitants ont rejoint leur île. Un débat similaire plane également lorsqu'il s'agit de comprendre comment ils ont finalement disparu de l'île. Aussi loin que l'on s'en souvienne, l'effondrement de l'île de Pâques a toujours été attribué à une seule explication, l'écocide. L'hypothèse de l'écocide est surtout appliquée à Rapa Nui et peut même servir à décrire les circonstances climatiques actuelles. La théorie suggère que la raison de l'effondrement de la société provient de la destruction de l'environnement causée par leurs propres actions. La surconsommation, affirment certains experts. La déforestation pour faire place à la construction des moaïs, l'érosion des sols due à la surexploitation menant à la famine, les conflits internes entraînant des guerres, et par la suite, suggèrent les experts, l'effondrement de la société. L'écocide, disait-il, était la cause de l'effondrement. Les Rapa Nui se sont détruits eux-mêmes par l'épuisement de leurs ressources et la surcapacité. Aujourd'hui, tout ce que nous savons est remis en question. La théorie dominante ne prévaut plus, car il y a un peu plus d'un mois, la technologie s'est révélée utile une fois de plus. 15 anciens habitants de l'île isolée ont été conservés dans des laboratoires depuis un certain temps, attendant de nouveaux moyens pour révéler davantage de secrets et de mystères. Et ils étaient les candidats parfaits pour réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Un progrès récent est le séquençage des génomes, qui permet aux chercheurs d'en apprendre davantage sur l'ADN. Et il a maintenant été utilisé comme moyen de déterminer ce qui s'est réellement passé. En analysant l'ADN des 15 habitants, les experts n'ont trouvé aucune preuve d'un goulot d'étranglement génétique correspondant à un déclin rapide de la population.
Grâce à l'analyse des données archéologiques et à la datation au radiocarbone, il a également été déterminé que, comme la plupart des populations anciennes, Rapa Nui a commencé avec un petit nombre d'individus et a augmenté régulièrement pendant des siècles, maintenant une population de 3 à 4 000 personnes. La communauté utilisait une technique de culture sur pierre qui les aidait à gérer le sol volcanique. Mais dans les années 1860, leur nombre a soudainement chuté très rapidement. Et que se passait-il dans les années 1860 ? L'esclavage, l'expansion vers l'ouest, le nationalisme, le vol de territoire, les réformes, les massacres et les guerres civiles. En examinant ces facteurs et en utilisant les données recueillies par les chercheurs, on a rapidement découvert que l'écocide n'était certainement pas la cause de l'effondrement. Des chasseurs d'esclaves venus du Pérou ont débarqué cette décennie sur l'île et emmené autant de Rapa Nui que possible sur leurs bateaux. Au moment où ils ont quitté l'île, un tiers de la communauté avait disparu. Ce n'était pas un effondrement. L'effondrement de la population, selon les experts, implique une perte de 80 à 90% sur une certaine période, pas une éradication immédiate. Mais cela ne représente qu'un tiers de la population. Où sont passés les autres Rapa Nui ? Eh bien, les génomes ont révélé le secret le mieux gardé des habitants de l'île de Pâques, un échange avec les Amérindiens. On a découvert qu'avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, les habitants de l'île de Pâques ont traversé l'océan jusqu'en Amérique du Sud, où leurs gènes se sont mêlés à ceux de la population autochtone. Cette découverte, bien que récente, n'est pas vraiment surprenante. Les traditions orales évoquent depuis longtemps les liens entre l'île de Pâques et les Amérindiens, et la présence de patates douces sur l'île suggérait des échanges avant le contact avec les Européens. Bien que certains experts et même le public aient été réticents à abandonner un faux récit, la preuve est là, dans les génomes et dans l'ADN. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.